Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de DB World. Aujourd'hui, on s'attaque à une histoire difficile dont je souhaite vous parler depuis un certain temps. Allez, c'est parti. Avant toute chose, il s'agit d'un accident grave avec des images pouvant déranger certaines personnes, donc je précise au cas où. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent avant que ça devienne un peu plus glauque et que du coup ce serait un peu mal placé de vous le demander. Je souhaite vous relater des faits et ne souhaite pas faire du tort à un parc, c'est pourquoi je vous demande de prendre un peu de recul quant à ce qui va suivre. C'est pas un sujet facile et pour être tout à fait franc, je redoutais un petit peu de le faire. Je voudrais vous en parler le mieux possible sans tomber dans le sensationnel. Et je vous le rappelle une énième fois, les accidents ça arrive, le risque zéro n'existe pas et soyez tranquille, vous pouvez continuer à raider des montagnes russes. De nos jours, elles sont quand même hyper sécurisées. On peut donc commencer. Cet accident se déroule en 2015 sur l'attraction The Smiler à Alton Tower. Ouverte en 2013, cette attraction détient le record du monde d'inversion. Elle mesure 30 mètres de haut, possède 2 lifts et atteint les 85 km/h. Comporte donc un total de 14 inversions, ce qui est énorme. Construite par Gerstlauer, elle est de type Infinity Coaster et c'est d'ailleurs le premier modèle. Une dernière info, la musique de l'attraction est réalisée par Imascore et si vous savez toujours pas ce que c'est, je vous invite à cliquer sur la fiche juste au-dessus. Il faut savoir que ce coaster a connu de nombreux incidents, pour la plupart sans gravité, rassurez-vous, depuis sa mise en service. Déjà, l'ouverture a été repoussée à cause de problèmes techniques, bon, rien de grave, mais c'est vrai que c'est très chiant pour un parc, surtout au moment de l'ouverture. Ensuite, un train s'est bloqué durant le parcours entre deux inversions. La première fois, c'était lors d'un test, donc bon, bah là, pareil, pas de problème, mais la seconde, c'était avec des passages à l'intérieur, et là, c'est vrai que pour l'image, tout ça, c'est quand même moins sympa. Bon, là, toujours pas de problème de sécurité, heureusement, mais ça devient de plus en plus embarrassant pour le parc, surtout qu'il est obligé de fermer à chaque fois une journée entière pour remettre le train à sa place d'origine au niveau de la gare. Tout ça se déroule entre le 17 mai et le 11 juin 2013, dans un laps de temps très court donc. Et le 21 juillet de la même année, un morceau de la voie se décroche et vient donc se poser à côté du coaster. Il s'agit d'une toute petite pièce pour les gens présents sur place, une trentaine de centimètres, une sorte de boulon, quelque chose comme ça. Néanmoins, ça aura ouvert un tout petit peu le rail, donc l'écartement entre deux sections, et ça pour le coup c'est pas normal et le train peut pas continuer à circuler dans ces conditions là. Déjà là ça pue, mais alors carrément. En 4 jours c'est réparé, mais de fait c'est pas normal que ça arrive sur ce coaster. Rebelote seulement 5 jours plus tard, le 30 juillet, lorsque des équipes du parc découvrent des fissures à la base d'un support de l'attraction. Bon, Space Mountain nous a fait le coup récemment, mais il a du vécu le bordel. Tandis que The Smiler, lui, ça faisait seulement 3 mois qu'il était ouvert. En novembre, on remet ça avec une roue de guidage du lift qui s'échappe et qui vient se loger dans le wagon juste en dessous, sur les personnes évidemment présentes dans le wagon. Alors, à ce moment-là, c'est déjà quelques années que j'étais passionné, et je me rappelle m'être fait la réflexion comme quoi Gerstlauer c'était pas fiable comme truc. Je me rappelle m'être demandé si un jour j'oserais mettre les pieds dedans, non pas par peur des sensations, mais bien par peur de l'accident. En dehors du fait que bon, voilà, il y a eu tout ce qu'il y a eu avant, il avait quand même pas de chance ce coaster depuis le départ. Alors bon, j'ai plus d'a priori à présent sur Gerstlauer, mais on va pas se mentir, ils l'ont quand même extrêmement bien foiré pour le coup. Après des réparations, il fonctionna sans trop de mal jusqu'en juin 2015. Avant de continuer, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous m'en fiche en description sur les zones de freinage bloc afin de bien tout comprendre la suite de la vidéo. Car à présent, on rentre dans la partie délicate du déroulé, allégé par mes soins, des événements qui ont mené à l'accident. Pour relater cette triste histoire, je m'appuie sur des documents, des rapports et des articles afin voilà, que tout concorde pour coller au mieux avec la réalité. Nous sommes donc le 2 juin 2015, le parc fonctionne normalement, tout comme The Smiler, qui tourne avec 4 trains sur 5 depuis le début de la journée. Il est un peu plus de 13 h quand des passagers ayant embarqué se voient contraints de revenir dans la file d'attente suite à une mauvaise manœuvre qui mène à l'arrêt de l'attraction. En effet, un défaut mineur de manipulation de boutons contraint les opérateurs à arrêter l'attraction et à appeler la maintenance pour régler donc ce léger problème. La maintenance arrive, vérifie, supprime le défaut et décide d'ajouter un 5e train étant donné la fréquentation en augmentation depuis le début de la journée. En ayant préalablement vidé les 4 autres trains, ce qui fait que l'attraction se retrouve à tourner sans aucun visiteur à bord. Il est alors 13h25. À 13h29, un deuxième train vide est envoyé sur le parcours, mais celui-ci s'arrête en bas du deuxième lift et met l'attraction en défaut. Ce train occupe alors la zone bloc numéro 3. Les opérateurs en cabine reçoivent donc l'information comme quoi la zone numéro 3 est occupée et ne se libère pas. Un technicien de maintenance reste en gare tandis que 3 autres se dirigent à l'endroit où le train est arrêté. Il n'est en fait pas tout à fait engagé dans le lift et c'est pourquoi il faut le pousser pour le forcer à accrocher la chaîne. Ça peut paraître étonnant mais c'est une manœuvre un peu banale quand un train a besoin d'un coup de pouce. Quoi qu'il en soit, le train s'engage et gravit le lift. Les techniciens retournent donc dans la cabine de contrôle qui
se trouve au niveau de la gare. Le train précédemment bloqué qui a mis l'attraction en défaut termine son tour normalement et rejoint les autres trains à l'arrière de la gare. C'est là que le premier problème majeur survient. Un autre train vide est envoyé, toujours dans l'idée de réaliser un test, ce qui est tout à fait normal dans ce genre de situation. Il gravit le premier lift, s'engage dans la zone bloc numéro 3 et s'arrête à l'envers dans l'une des nombreuses inversions. Et si je dis pas de conneries, il s'agirait du Sidewinder. Il reste coincé 20 secondes à l'envers avant de faire un rollback. Un rollback, c'est tout simplement un retour arrière et sachez que c'est tout à fait normal et que de nombreux coasters en font régulièrement, surtout au moment des tests le matin à froid. Mais sachez que d'ordinaire, un rollback ne pose aucun problème de sécurité, Tout est fait pour, l'attraction s'arrête, on vient chercher les gens, on les évacue, on évacue le wagon, et c'est fini. En effet, le logiciel de l'attraction sait qu'un train est toujours dans sa zone et ne l'a pas quitté, ce qui fait qu'il empêchera l'envoi d'un nouveau train dans la zone où le dernier a fait le rollback. Il est à cet instant-là 13h41 et comme vous pouvez le remarquer, tout a été entièrement filmé par les caméras de surveillance. L'embarquement reprend et un train est envoyé chargé de ses passagers. Pareil, une fois les tests effectués, il faut bien renvoyer un train avec des passagers et reprendre le cours normal des opérations. Donc une fois encore, c'est pas déconnant qu'un train soit envoyé, même avec des gens dedans, sachant qu'en plus 2 trains peuvent circuler en simultané sur ce parcours, chacun dans sa zone. Ce train rempli de passagers gravit le premier lift et s'arrête à son sommet, étant donné que la zone entre le premier et le deuxième lift est occupée par le train qui a fait le rollback. Cette zone, je le rappelle, est la numéro 3. La cabine de contrôle reçoit donc le défaut de l'attraction. Pendant ce temps-là, le train qui a fait un rollback se stabilise entre 2 inversions. Après concertation, un technicien est envoyé en bas du lift numéro 2 afin de réinitialiser la zone bloc numéro 3, zone où se trouve précisément le train qui a fait un rollback. Il faut savoir qu'un coaster peut fonctionner selon différents modes prédéfinis en fonction de ses besoins, donc par exemple le mode normal pour l'exploitation, le mode maintenance pour les techniciens, etc. Ces derniers décident de mettre l'attraction en mode évac, donc évacuation, afin de ramener tous les trains jusqu'à la gare, ce qui est quand même super pratique au moment d'une évacuation. L'idée est bonne, en gros ils veulent réinitialiser le coaster entièrement en replaçant tous les trains à la fin, donc au niveau de la gare, afin que l'ordinateur puisse repartir à 0 et ne plus mettre de message d'erreur. Le mode évac donc est enclenché et il commence à ramener les trains en démarrant par celui le plus éloigné de la gare. Voilà, vous voyez le truc venir quoi. Étant donné que les techniciens ont annulé le défaut, la zone bloc numéro 3 n'est plus considérée comme occupée et pour l'ordinateur en fait il n'y a plus de train qui a fait de rollback. Alors ça peut paraître con mais en vrai c'est utile parce que si un train fait vraiment un rollback qu'on est obligé de le démonter et de le mettre en gare, il faut bien dire à l'ordinateur qu'il n'y a plus de train à cet endroit là. Donc d'une certaine manière, c'est normal qu'on puisse avoir ce genre d'action sur le coaster. Par contre, il faut peut-être faire gaffe au moment où on l'utilise, quoi. Donc vous l'aurez compris, le résultat c'est la mise en marche du train plein de passagers qui se trouvait au sommet du lift numéro 1. À 13h51 et 31 secondes, les 2 trains rentrent en collision de manière ultra brutale et se mettent à se balancer d'un bout à l'autre de la boucle, ne formant au final plus qu'un seul et même train qui fait le double de la taille initiale. Voilà ce qui s'est passé pour The Smiler le 2 juin 2015. Et bon, sachez que j'ai fait des raccourcis, notamment au moment de la prise de décision des techniciens. Ils n'ont pas pris ces décisions comme ça sur un coup de tête, ils ont quand même réfléchi avant. Voilà, ils n'avaient pas toutes les cartes en main pour avoir les bonnes réponses. En tout cas, ils ont quand même essayé et croyez pas qu'ils se sont dit on va réinitialiser l'attraction, point. Alors reprenons. Bon, déjà, vous avez vu la gueule des trains. Vous pensez bien que les 4 à l'avant, là, les jambes, vous oubliez. Il y a eu au total 11 blessés, dont 5 grièvement, sans oublier dans le lot 2 personnes amputées de moitié au niveau d'une de leurs jambes. Je vous détaille ça car on se rend pas bien compte, mais il faut savoir que déjà ça a fait un énorme bruit dans le monde des parcs, ça c'est sûr, mais aussi en Angleterre même, avec de nombreux journaux qui ont écrit de nombreux articles, interviewé les gens qui s'en sont sortis de cet accident, et même un an après au moment du procès, ils venaient sur les plateaux télé, etc. Donc ça a vraiment, marqué, on va dire, toute l'Angleterre pendant quelques mois en tout cas, et c'est pas rien. Pour un accident dans un parc, c'est vraiment pas rien. Mais alors, maintenant on va voir comment ça a pu arriver. Déjà, vous l'aurez peut-être compris, le coaster n'y est pour rien, et donc c'est une erreur humaine qui a causé cet accident. Évidemment, même si le train s'est arrêté de lui-même, ça peut arriver, il faut prendre ça en considération et c'est pas de la faute de la machine. Comme je vous le disais précédemment, un rollback c'est normal, une collision absolument pas. Alors, je sais pas pourquoi l'attraction a fait un rollback. J'ai vu des articles qui parlaient d'un vent fort qui aurait pu donc faire arrêter le train lors de l'inversion. J'avoue que je suis assez sceptique sur cette hypothèse-là. Voilà, dans le doute, on ne prend pas ça en considération, mais sachez qu'un train vide, vent ou pas, peut faire un rollback pour aucune raison, ça arrive. Il s'agit là en fait d'une série d'erreurs, comme souvent dans les accidents. Déjà, les techniciens, ils savaient pas bien combien il y avait de trains sur le parcours, soit 4, soit 5, étant donné qu'ils communiquent pas avant les interventions à ce sujet-là. Et d'ailleurs, je sais même pas si ce sont les mêmes
techniciens qui ont été là au moment de l'ajout du train et au moment des différents défauts. Car évidemment, ça bouge, tu peux se barrer, on peut être rappelé pour un autre défaut même 5 minutes après. Donc c'est pas impossible qu'une autre équipe soit venue après et n'ait pas eu vent du fait qu'ils aient rajouté un 5e train. Et d'ailleurs, avec ce que j'ai pu trouver dans les articles, voilà, certains disent qu'ils n'étaient pas vraiment au courant qu'il y avait un 5e train qui avait été engagé sur le parcours, en tout cas pas tous, ce qui a donc pu jouer dans la balance au moment des prises de décision. Ensuite, le process, il y a donc des règles à suivre et des procédures à appliquer à la lettre. Manque de chance, les techniciens n'ont pas à leur disposition et n'ont d'ailleurs même pas été formés à l'initialisation d'un coaster, enfin de ce coaster-là, en cas de panne ou en cas de défaut un peu relou. Ils n'ont pas non plus comme consigne de checker visuellement chaque emplacement de train et donc aussi compter le nombre de trains qu'il y a sur le parcours pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de problème avant d'intervenir. Donc il faut bien comprendre qu'au moment de réinitialiser, les techniciens, en fait, on n'est pas sûr de ce qu'ils ont dit parce que oralement on le sait pas. Là, j'ai pris que les choses factuelles, donc dans le rapport, et ils ont appuyé sur tel bouton, on fait ci, fait ça, donc voilà, initialiser coaster, tout ça. Ça, on le sait. Après, ce qu'ils se sont dit, tout ça, voilà, c'est plus litigieux, ça ressort plus du judiciaire et ça, pour le coup, on s'en fout. Le fait est qu'on ne sait pas s'ils savaient ou non s'il y avait bien tous les trains. On ne sait pas si tout simplement ils pensaient que le 5e train était déjà arrivé et voilà que c'était un bug, car rappelez-vous, il y a quand même le train juste avant qui a bugué au même endroit, la même zone. Il faut savoir que ça arrive qu'un capteur bug, donc le mec est arrivé, s'est dit voilà, il y a peut-être un bug, une erreur, voilà, il faut réinitialiser le coaster, on lui a fait faire trop de manips, peut-être que voilà, ils disent la machine a un peu bugué, et donc ils ont pris des décisions qui pensaient être justes, ils voulaient juste faire repartir les gens dans le train, hein, c'était le but principal, tiens, on va faire monter des gens pour qu'ils s'amusent. Ils ont fait donc des erreurs, mais ces erreurs, normalement, pour éviter qu'on la fasse, que l'erreur est humaine, hein, évidemment, on a les machines maintenant pour ça, les machines... des sécurités qui empêchent de faire des erreurs. Le problème là, c'est que ils sont passés outre les sécurités, donc voilà, arrive un moment, forcément, quand l'erreur est totale, il arrive ce qu'il arrive. Mais il faut comprendre que les mecs, c'était pas leur but déjà, et ils ont pas voulu, en fait, en arriver là, juste, ils avaient pas forcément toutes les armes pour pouvoir bien appréhender le problème qu'ils avaient devant la tronche. Après, une chose est sûre, ils étaient tous persuadés que le parcours était bien dégagé. Une autre erreur assez embarrassante pour le coup, c'est que comme vous l'avez vu, ça a été filmé, et filmé par des caméras de surveillance qui sont reliées normalement constamment à la cabine de contrôle, et donc les opérateurs et les techniciens peuvent le voir s'il y a un problème, s'il y a un train qui est arrêté sur la voie, etc. Mais d'après ce que j'ai trouvé, la qualité des images, vous le voyez vous-même, est vraiment dégueulasse. Et en plus, ce qui paraît, ils ont quand même pas non plus énormément d'écrans, ils sont assez petits et comme souvent dans les parcs, j'imagine, l'écran est séquencé de façon à ce qu'il y ait peut-être 4 images sur un même écran. Ce qui fait qu'au final, tout ça mis bout à bout, peut-être qu'on voit plus grand-chose en fait sur le parcours. Et donc on distingue peut-être une silhouette, mais on voit pas forcément un train qui s'est arrêté, surtout si on le regarde pas, et si le reste de l'attraction est arrêté, on va pas forcément y faire attention. Bon, après, encore une fois, j'interprète. Ce que je vous dis sur les caméras, tout ça, sur les écrans, c'est ce que j'ai vu moi après dans des rapports et dans des articles, c'est que voilà, les mecs, ils voyaient que dalle en fait. Donc machinalement, c'était quand même plus compliqué. Après, voilà, je vous rappelle, c'est quand même quelque chose de judiciaire, donc peut-être qu'il y en a qui se défendent, peut-être qu'il y en a qui disent la vérité, ça on sait pas, et pour le coup, c'est pas à nous de juger, et on s'en fout dans cette vidéo. Suite à cet accident, le parc resta fermé complètement pendant 5 jours, et le groupe d'Alton Tower pris un grand coup dans la tronche, niveau nombre de visiteurs, tout ça, et d'ailleurs il y a eu pas mal de licenciements après cet événement, non pas pour des fautes, mais juste parce que le parc ne pouvait plus se permettre de garder autant d'employés. D'autres attractions comme Oblivion ou So The Ride notamment se retrouvent eux aussi fermés plus longtemps que le parc, donc plus longtemps que 5 jours, étant donné que il y a une enquête qui est en cours et que je vous rappelle que c'est une erreur humaine et qu'ils l'ont, je pense, très vite compris, ce qui fait que si on continue à faire tourner d'autres coasters, ça peut très bien se reproduire. Parce que voilà, si l'erreur n'est pas mécanique, c'est que peut-être tout le parc est gangréné par un défaut de sécurité. The Smiler réouvrira finalement le 16 mars 2016 avec donc un tout nouveau procédé en matière de sécurité et donc d'une nouvelle procédure, une nouvelle formation pour les employés, etc., etc. Sachez que ce genre d'accident permet aux autres parcs en Europe de repenser eux-mêmes aussi leur système de sécurité et leurs procédures de sécurité, car voilà, eux ils veulent surtout pas que ça se passe chez eux, surtout quand ils voient comment ça se passe à l'extérieur, et il faut savoir que les parcs se soutiennent entre eux, évidemment, ils sont pas tous concurrents, ils le sont, mais c'est vrai qu'ils s'échangent tous des choses, notamment au point de vue communication, tout ça, c'est toujours très sympa dans un parc. Et donc dans les moments les plus durs, notamment en cas d'accident ou de feu, on a vu ça il y a pas très longtemps, et ils sont tous là pour soutenir et ils prennent tous donc en considération les erreurs de l'autre pour ne pas les reproduire dans son propre parc. Et c'est donc la seule chose qu'on peut retirer de positive dans cet accident, c'est que voilà,
il y aura ça va peut-être éviter d'autres accidents. Et vraiment la seule chose qu'on peut retirer de bien là-dedans. Le groupe qui détient Alton Tower a été condamné pour défaillance catastrophique en matière de sécurité, car voilà, ces ouvriers, enfin ces techniciens n'étaient pas du tout préparés à ce genre de situation et n'étaient d'ailleurs pas vraiment préparés à une situation, on va dire, de crise en termes de sécurité. Voilà, ils n'avaient pas les process. J'en profite pour vous rappeler qu'un parc qui subit un tel accident fera tout pour ne plus jamais que ça se reproduise, et en général, il devient limite un exemple en termes de sécurité, et donc ça, c'est peut-être pour vous rassurer lors de vos prochaines visites. Voilà, n'ayez crainte, hein, ils ont déjà eu un gros accident, croyez-moi, ils feront tout pour plus jamais que ça se reproduise. Car il ne faut pas avoir peur, hein, c'est arrivé, d'accord, mais ça ne doit pas se reproduire. Et donc vous pouvez continuer à aller dans les parcs et même continuer à aller rider The Smiler. Vous serez en sécurité. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Après coup, on sait ce qu'on aurait pu faire pour éviter, mais avant, ça arrive comme ça tombe un peu sur le coin de la gueule sans trop prévenir. Mais plus on avance, plus on fait de programmes en matière de sécurité et plus les coasters deviennent sécures. Notamment grâce à des organismes comme la TUV, ou la TUF, ça dépend comment on le prononce, qui sont des organismes de sécurité qui viennent voir si on peut donc exploiter un coaster, une attraction, et s'il n'y a pas cet accord-là, l'attraction elle ouvre pas, et c'est comme ça dans toute l'Europe, et c'est hyper important, ils sont très chiants, mais clairement, ils sont vraiment très chiants, tous les ans ils demandent de nouvelles choses, par exemple c'est eux, les ceintures sont en l'air de Zeus, c'est peut-être chiant, bon, pour les parcs ça l'est, parce que voilà, c'est contraignant toujours, même si un grand parc comme Astérix s'en fiche, parce qu'au contraire, mais c'est vrai que les petits parcs, des fois, c'est des trucs assez lourds en termes monétaires. Mais néanmoins, c'est hyper important et ça permet de redoubler de vigilance, de sécurité. Et ça se voit, le nombre d'accidents dans les fêtes foraines, dans les parcs, tout ça, ça a considérablement baissé et ça va continuer de baisser jusqu'à arriver quasiment à 0 accident. Donc ça, c'est une très bonne chose et il faut en être conscient. C'est pas dangereux d'aller dans un parc. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!